Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai partie 4, chapitre dans lequel Yuta va devoir se retrousser les manches et dévoiler une de ses pièces maîtresses. On y va, c'est parti. Un contre un, c'est ce qui nous était promis la semaine dernière et c'est ce qu'on a eu, mais pas seulement. La personnalité de Ryu s'est révélée plus complexe que prévu et Akutami nous sort encore une fois une de ses analogies dont il a le secret. On en parlera dans l'analyse, mais avant ça, résumé. Le chapitre s'ouvre sur l'image de Yuta et Ryu sur un toit d'immeuble, le dialogue relativement court à l'échelle du chapitre mais intense dans lequel Ryu nous parle de sa précédente vie, qu'il estime, malgré des combats intéressants, la rencontre de filles, je cite, sympa, ne pas avoir été pleinement satisfaisante. Il poursuit son monologue et insiste sur la métaphore de la nourriture en expliquant à Yuta que dans sa vie, il n'a jamais eu assez de dessert, ce qui sonne le début de leur affrontement. Le combat rapproché commence entre Yuta et Ryu. Ce dernier lance une succession de coups rapides, tous parés par Yuta, qui a renforcé son corps en énergie occulte, ce qui donne à Ryu l'impression de frapper dans une citerne. Ryu arrive malgré tout à envoyer son opposant dans les airs et enchaîne avec un Granite Blast, stoppé à main nue par un Yuta beaucoup trop chaud. Un coup de poing asséné par ce même Yuta plus tard, voilà Ryu écrasé au sol. Et c'est alors Kuro fait son apparition. Elle, pour le coup, met de côté le corps à corps et utilise son pouvoir. Elle manipule un pan du ciel et le brise pour former la technique qu'elle appelle Fulmination Céleste à l'intention de Yuta. Ryu, visiblement peu content que Kuro intervienne, envoie de nouveau un Granite Blast sur elle et c'est mon move préféré de ce chapitre puisqu'elle enroule un pan du ciel dans lequel se trouve l'attaque de Ryu pour le renvoyer directement sur lui. Yuta émerge sur un toit voisin, visiblement blessé. Ryu suppose qu'au vu de ses précédents combats, il doit être épuisé avant de reprendre la métaphore culinaire en comparant Yuta aux gâteaux restant dans les vitrines des pâtisseries en fin de journée. Une déception pour lui. Et le chapitre se termine avec Yuta qui pèse ses options et qui finit par nous sortir le plus gros atout de sa manche en appelant Rika, je cite, dans sa totalité. Un chapitre transitionnel avant sûrement le gros de la bagarre la semaine prochaine. On va évidemment largement revenir sur Ryu et ses histoires de métaphores avec la nourriture. On verra que c'est finalement un thème assez récurrent dans Jujutsu. On va parler de Yuta et de pourquoi il a déçu pour de très mauvaises raisons une partie du fandom anglo-saxon. On va défendre ici Yuta comme si c'était une vraie personne. Un petit point graphique en fin de vidéo, ce qui n'est pas mon fort, vous le savez, mais ça me permettra de vous toucher un mot sur Uro. Et comme d'habitude, on finira par ce qu'on peut espérer pour la suite de l'histoire. Minute auto-promo avant de se lancer dans le dur, je vous invite à mettre un petit like à la fin de cette review si vous l'avez aimé, bien évidemment. Si vous avez envie de discuter du chapitre avec moi et d'autres personnes, pourquoi pas, la section commentaires est là. Je vous ai également mis mon compte Twitter en barre d'infos, je fais des réacs sur Jujutsu et d'autres choses. J'y suis forcément plus réactive, donc vous pouvez éventuellement aller me suivre là-bas. Et évidemment, n'hésitez pas à considérer un abonnement. On commence cette analyse avec Ryu, le gros morceau de ce chapitre, et ce personnage détonne un petit peu parce qu'il fait partie de ces exorcistes, et c'est lui qui le dit, il fait partie de ces exorcistes qui n'ont pas de regrets. Donc dans un premier temps, c'est un petit peu déroutant, puisque c'est dans les premiers chapitres du manga que Yaga explique à Yuji qu'aucun exorciste ne meurt sans regret. Mais ce qu'on apprend dans les pages qui suivent, c'est que c'est d'avoir vécu cette vie sans regret, une vie qu'il a l'air de qualifier de moyenne. Voilà, il dit avoir combattu des adversaires plutôt forts, rencontré des filles cool. Voilà, avec le recul, il a le sentiment de ne pas avoir vécu sa vie à 100%. Et c'est tout ça qui trahit finalement une forme de regret pour Ryu. C'est de ne pas avoir de regret qui lui fait finalement en avoir. D'un point de vue, encore une fois, de la narration, c'est hyper bien joué et c'est vraiment le point fort de cet arc, un des points forts d'Akutami de façon globale, c'est vraiment cette habilité qu'il a de nous introduire des personnages et de bons personnages en très peu de temps. Comme je le disais dans ma réac Twitter et je l'ai déjà dit plusieurs fois précédemment, mais là ici, 2 planches, quelques bulles, pas besoin d'en savoir plus pour comprendre Ryu, ce pourquoi il est là et ce pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est exactement pareil que pour Rémi et Lazy dans les chapitres précédents, on connaît leurs regrets, on sait ce qui les motive et tout ça de façon très condensée. Néanmoins, j'ouvre une parenthèse, comme dirait la vieille personne que je suis, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, donc je milite toujours pour un flashback sur les Reian entre les 2 clans au travers du regard d'Uro. Je pense que ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça et que ça pourrait vraiment apporter une plus-value à l'histoire. Ça serait à titre personnel une vraie déception si le manga devait se terminer sans qu'on en sache plus sur cette période. Parenthèse fermée, j'en reviens à ce qui nous intéresse, à savoir le chapitre 177. Qu'est-ce que peut réserver l'avenir à Ryu maintenant ? Pour moi, 2 options s'ouvrent à lui. La première, c'est que
à un moment donné, pendant le combat, il a une épiphanie et décide de rejoindre le bon côté, on va dire. S'il s'avère qu'il n'est pas complètement rassasié par son combat contre Yuta, ce qui semble dire d'ailleurs en fin de chapitre. Et donc qu'il choisisse de s'impliquer dans la traque pour connaître enfin cette sensation d'avoir vécu pleinement. Ça, c'est selon moi la première option. Et la seconde, que j'aime un peu plus à titre personnel, c'est que justement, vu que Yuta nous sort l'artillerie lourde en fin de chapitre avec Rika, Ryu puisse enfin mener le vrai gros combat qu'il espère tant, à l'issue duquel il pourrait mourir en ayant enfin eu le dessert, la finalité qu'il a tant souhaité et qu'il a tant attendu. Pourquoi je préfère cette seconde option ? Parce qu'on a beaucoup de personnages dans Jujutsu et je ne veux pas qu'Akutami nous fasse une Kubo et nous laisse à la fin du manga avec tout un tas de questions en suspens. Et selon moi, s'il y a un personnage à creuser et à conserver ici dans ce mini-arc du Sendai, c'est Uro. Comme je vous disais précédemment avec mes histoires de flashback, je pense que ça pourrait bien étoffer l'histoire. Je vous l'ai dit, dans le sommaire, c'est pas la première fois qu'il est question de rapport à la nourriture et à l'ingestion dans Jujutsu. Quand j'ai vu le début de cette métaphore, déjà la semaine dernière dans le chapitre 176, j'ai tout de suite cet épisode avec Todo qui m'est revenu en tête dans le chapitre 37, où il dit à Yuji que l'énergie occulte part du ventre avant de se propager dans le reste du corps. Et en pensant à ça, j'ai eu tout un tas d'autres refs au manga qui me sont revenus à l'esprit. Yuji ingère les doigts de Sukuna. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est présent dès le départ. Sukuna est basiquement un cannibale, donc il mange des gens. Il a même son chef Oraome qui cuisine ça pour lui. Geto ingère les fléaux qu'il a apprivoisés. Toji, pour dissimuler l'énergie du fléau qui porte ses armes, vous savez, son espèce de verre là, le stocke dans son estomac. Et il y a probablement d'autres rêves plus subtils à côté desquels je suis passée, mais encore une fois, c'est clairement pas laissé au hasard. Et d'ailleurs, on dit bien en France, en tout cas, mais je pense que c'est à peu près partout pareil, que l'estomac est le second cerveau. Et c'est aussi par là que les émotions sont régulées. En témoignent les nombreuses expressions liées à l'estomac, comme avoir le ventre noué par exemple. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est clairement pas un truc qui a été improvisé. Et je vais un petit peu avancer sur le chapitre, sinon demain on y est encore. J'en reviens à mon sommaire où je vous disais que le chapitre avait été moyennement bien reçu dans une partie du fandom, le fandom anglo-saxon pour ne pas le nommer, qui ont trouvé décevant de voir Yuta faire appel sitôt à Rika, soulignant pour certains le fait qu'il est censé être aussi fort que Gojo et qu'il est montré en difficulté dans ce chapitre, blablabla. On va démonter un peu tout ça, même si je sais que le chapitre a été très bien reçu cette semaine chez nous, mais je ne peux pas laisser ça, et puis ça me permettra aussi de faire un peu la situation sur Yuta avant de conclure pour cette semaine. Pourquoi c'est complètement con de reprocher à Yuta d'appeler Rika ? Parce que Rika est basiquement sa technique occulte, c'est son pouvoir. C'est comme si on reprochait à Megumi de faire appel à ses Shikigami. Tout le monde trouverait ça complètement débile. Bon bah là voilà, c'est exactement la même chose. Premier point, démonté. Deuxième point, sa relative mise en difficulté dans ce combat. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Yuta n'est absolument pas à son prime de puissance. Il ne fait que s'handicaper depuis son apparition dans le Sendai. Il cherche à cacher qu'il maîtrise la technique d'inversion. Il se bat à main nue alors qu'il est plutôt un utilisateur d'armes à la base. Il a perdu son katana contre Kuro Uchi. Il ne cherche pas non plus à copier les techniques des autres alors qu'on sait que ça fait partie de son arsenal. Voilà, jusqu'à présent, il ne montre presque rien de ce qui fait de lui le second exorciste le plus puissant. Et puis, très honnêtement, faire de Yuta un perso qui one-shot tout le monde, ça n'aurait aucun intérêt. Akutami s'est entre guillemets débarrassé de Gojo en le scellant parce qu'il était trop fort pour son propre univers, et que du coup, quand il est là, il n'y a pas d'enjeu tellement il est fort, donc c'est pas pour refaire la même chose avec Yuta. Enfin, je sais pas à qui ça intéresserait de le voir engranger des points dans des combats comme celui contre Druve. Personne, je pense. Voilà, donc on le voit monter en puissance tout doucement, la jouer prudent, intelligent, totalement en adéquation avec sa personnalité. Bon, je sais très bien qu'avec Akutami, personne n'est à l'abri, mais il fait quand même pas trop de doute sur la future victoire de Yuta. Mais pour coller avec sa personnalité, justement, ce combat, en plus de nous exposer sa puissance, sa montée en puissance, a une autre utilité, c'est de voir tout ce que Yuta se met sur les épaules depuis le début de ce mini-arc. Protéger les civils, tuer les exorcistes qui représentent une menace pour eux, marquer 400 points lui tout seul, et surtout, tuer Kenjaku solo. Ça fait beaucoup pour un jeune homme de seulement 17 ans. Si on veut continuer à tenir la comparaison avec Gojo, on n'était pas du tout sur le même niveau de maturité au même âge.
Avant de conclure cette review, on parle rapidement de cette masterclass graphique qu'est le combat qui nous a été montré cette semaine. Combat qui a parfaitement rendu justice à la force brute de Ryu d'un côté et à la technique dont je suis folle d'Uro de l'autre. Vraiment, le panel où elle enroule avec un pan du ciel le granit blast de Ryu autour d'elle avant de lui renvoyer, c'était tellement ingénieux et encore une fois une excellente manière d'exploiter graphiquement pleinement le pouvoir de ce personnage. Il y a aussi ce jeu de profondeur qui est pas inintéressant quand les personnages discutent ou se battent. Akutami fait légèrement ressortir les personnages des cases pour en accentuer l'effet, et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite du coup, pour conclure, le gros de la bagarre, clairement, comme je te disais en début de vidéo, c'est dans le chapitre prochain que les choses sérieuses vont commencer. On va voir Rika aussi en situation de combat, qu'on n'avait pas vu depuis Shibuya vraiment se battre, et on espère avoir une explication sur ce qu'elle est exactement maintenant. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette review que moi à la faire. Pas mal de choses à dire, contrairement à ce que j'avais pensé au départ. On se donne rendez-vous lundi prochain entre 17h et 17h30 pour parler du chapitre 178. En attendant, prends soin de toi, parce que c'est important. Et moi, je te dis à la prochaine.